Bien malin, celui qui pourrait deviner quel costume David Horiot revêt lorsqu'il quitte le ring et retourne au bureau. C'est froid-lieu là. Alors je suis huissier de justice, plus précisément commissaire de justice à Vichy depuis janvier 2000. Il me fallait absolument un métier de terrain. Est-ce par goût pour la bagarre? Il se trouve que l'huissier boxeur n'a pas peur de s'opposer aux escrocs. David Horiot est à l'origine du démantèlement de ce que certains ont appelé le gang des braqueurs d'héritage. Une vaste escroquerie au faux testament qui prospérait depuis 15 ans en toute discrétion. La vigilance de l'huissier a permis de démasquer tout un réseau. Ils sont notaires, responsables de maisons de retraite, patrons de sociétés de pompes funèbres. 9 prévenus soupçonnés d'avoir détourné des héritages de défunts. Les prévenus encourent une peine de 10 années de prison. L'affaire est invraisemblable. Des notables, au-dessus de tout soupçon, auraient eu pour spécialité de détrousser les morts. Ils sont envoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits d'escroquerie en bande organisée, pour des faux aussi en écriture. En clair, on leur reproche d'avoir fabriqué des faux testaments aux fins de détourner des successions à leur profit. Ce réseau aurait ainsi dérobé des millions d'euros. À sa tête, un ancien notaire déchu, déjà condamné pour abus de faiblesse, Jean-Louis Magnin. Il est déroutant cet homme, il est déroutant. C'est quelqu'un qui est très intelligent, mais qui met son intelligence au service de l'escroquerie. C'est quelqu'un qui considère que l'argent étant sa fin, finalement tous les coups sont permis. Autour de lui, des professionnels, avec chacun sa spécialité. Avocat, notaire, pompe funèbre, directeur d'EHPAD, généalogiste. C'est effrayant parce qu'on s'aperçoit que toutes les personnes vers lesquelles on a normalement confiance lorsqu'on a un proche qui est décédé sont des voyous. L'enquête, débutée à Vichy au centre de la France, se prolonge notamment sur la Côte d'Azur avec des ramifications jusqu'en Angleterre et en Turquie. On a travaillé pendant 2 ans et demi, on est sur un préjudice d'au moins 10 millions d'euros. C'est effectivement une enquête qui est un peu hors norme. Nous avons rencontré la plupart des protagonistes de cette histoire d'héritage détourné. Certains sont soupçonnés d'être des complices, bien qu'ils s'en défendent. J'ai eu vraiment, et j'en ai encore l'impression maintenant, c'est servi de moi. D'autres auraient été manipulés, utilisés à leur insu. Ça aurait pu très mal se passer pour moi, j'aurais pu tout perdre. Le défi pour la justice est de prouver ces détournements d'héritage et qu'il s'agit bien d'une bande très organisée avant que ne tombe le fameux délai de prescription, ce moment où la justice ne peut plus rien parce qu'il est trop tard. C'est en mars 2023 que s'ouvre au tribunal de QC dans l'Allier ce procès très particulier. Ils sont 9 prévenus, âgés de 45 ans pour le plus jeune et jusqu'à 85 ans pour la plus âgée. C'est Éric Neveu, le procureur de la République, qui porte l'accusation. C'est un dossier qui est exceptionnel pour QC puisqu'on a un dossier qui fait à peu près 15 tomes, qu'on a 9 personnes qui sont impliquées dans l'affaire mise en examen. On est au bas mot sur plus d'une dizaine de successions qui ont été détournées à leur profit. Au centre de toutes les conversations, il y a cet homme. Il a l'allure d'un monsieur tout le monde, son nom, Jean-Louis Magnin. Il fait tout pour rester discret, mais il est soupçonné d'être le cerveau du réseau. Ses combines sont dignes des meilleurs films d'arnaque, avec des rabatteurs, des faussaires, des intermédiaires. Les personnes qui sont devant le tribunal ce jour-là sont des notables. Donc on retrouve 2 notaires, un avocat parisien, un patron d'entreprise de pompes funèbres, un autre qui dirige 2 EHPAD. Comment vous voulez qu'on ait confiance en fait en la société ? La journaliste Anne-Sophie Jouvenot a suivi de près cette affaire. Qui est donc ce mystérieux Jean-Louis Magnin? Est-il habile au point de manipuler tout un réseau,
tel un prestidigitateur roi du détournement d'héritage? Jean-Louis Magnin, il a une personnalité très particulière qui interpelle. On a tous eu cette sensation qu'au cœur de ce procès, Jean-Louis Magnin agissait comme un chef d'orchestre et tel une marionnette dirigeait un petit peu les autres protagonistes. La particularité de ce Jean-Louis Magnin, c'est d'être un spécialiste du droit de la succession. Radié de l'ordre des notaires parce que condamné déjà l'année 2004 pour abus de faiblesse sur une personne âgée, il avait alors délesté frauduleusement une vieille dame de 2 immeubles à Paris. Il sait aussi détecter les faiblesses chez les gens. En fait, il connaît et les faiblesses et les failles du système. Et il a profité de ça tout simplement pendant des années pour avoir un train de vie assez important, d'avoir des voitures de luxe, des chevaux pur sang, d'avoir des villas un peu partout, dont une villa dans le Var. C'est une personne qui s'est créé un bon petit patrimoine pendant des années. Jean-Louis Magnin est sans foi ni loi. C'est quelqu'un qui considère que l'argent étant sa fin, finalement, tous les coups sont permis. Sa discrète entreprise de détournement d'héritage était si subtilement organisée qu'elle passait inaperçue depuis 15 ans. Elle aurait pu prospérer encore longtemps s'il n'y avait eu le coup de trop qui a fait chuter tout le réseau. From this valley they say you are going. La chute du réseau, c'est une histoire qui commence ici, par un taxi sur un chemin de campagne en route vers une maison isolée. Ce jour-là, le chauffeur François Cognier a rendez-vous chez l'un de ses vieux clients, M. Mazéas, qu'il a l'habitude de conduire dans tous ses déplacements. J'ai fait la connaissance de Monsieur Mazéa par téléphone la première fois et on a sympathisé tout de suite, on s'est apprécié. Et puis c'était le premier transport d'une longue série avec Monsieur Mazéa. À chaque transport, le taxi a l'habitude de retrouver le vieil homme devant le portail de sa belle demeure. Mais en ce mois de septembre 2015, le chauffeur a un drôle de pressentiment. J'arrive ici notamment le dernier jour et Monsieur Mazéa n'est pas devant son portail comme à l'accoutumée. Non seulement il n'était pas là, mais le portail était ouvert avec la chaîne qui avait été défaite, décadenassée. Donc ça n'était pas une situation habituelle. Le chauffeur a beau frapper à la porte, aucune réponse. Il décide alors d'appeler les gendarmes. Nous sommes rentrés ensemble dans la propriété. Donc le gendarme a ouvert la porte d'entrée. Et tout de suite, immédiatement, on a vu le corps de Monsieur Mazéa sur la gauche qui était pendu. Le vieil homme s'est suicidé. François Cognier est sous le choc. Mais il sait que son client vivait, depuis le décès de son épouse, dans une solitude extrême. Je savais que Monsieur Mazéa n'avait pas d'enfants, pas de frères et sœurs, pas de beaux-frères, pas de belles-sœurs, pas de neveux et nièces, aucune famille et pas d'amis. Je suis persuadé que j'étais le seul lien social qu'il avait ici dans la région. Un suicide et un défunt sans héritier connu. Les funérailles se dérouleront en très petit comité. À l'enterrement de M. Mazéas, on va retrouver que le maire, l'adjoint au maire, peut-être le personnel des pompes funèbres, et c'est tout. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce décès anonyme d'un homme très isolé mais fortuné va parvenir jusqu'aux oreilles de l'ancien notaire déchu, Jean-Louis Magnin. Qui a pu l'en informer? Le procureur a sa petite idée sur la question. Qui informe que quelqu'un est mort, c'est forcément l'entrepreneur des pompes funèbres. Voilà comment Jean-Louis Magnin, l'ancien notaire véreux, non seulement est informé, mais se fait transmettre via les pompes funèbres les documents d'état civil officiels pour monter son vrai faux dossier d'héritage. On est sur des gens qui, nécessairement dans le cadre de conventions et de contrats obsèques, ont transmis des informations et notamment des éléments d'identité, des états civils qui constituent les dossiers obsèques. Et tout ça va être remis justement à Jean-Louis Magnin.
C'est la première étape de l'arnaque. Ces documents vont servir à vérifier l'absence d'héritiers récalcitrants qui pourraient mettre en péril l'opération Mazéas. Et pour cela, il faut un spécialiste. C'est alors qu'après l'entrepreneur des pompes funèbres, entre en scène un autre complice, le généalogiste. Lui, son rôle, c'est de détecter en fait si ces personnes qui ont un patrimoine ont des héritiers. Donc il va chercher, puisqu'il veut être sûr qu'il n'y ait pas d'héritiers. Le généalogiste, c'est le cœur, on va dire, un peu du réacteur. Il est là pour garantir en fait la sécurité de l'opération. Il a accès à des tas de fichiers qui permettent de vérifier des données sur les successions et sur les personnes et leur filiation. Dans le cas du suicide du vieil homme fortuné, M. Mazéas, aucun héritier à l'horizon. La voie est libre. Et en plus, M. Mazéas a un petit patrimoine parce qu'il a cette belle maison à Servilly et puis un parking à l'aéroport d'Orly. Donc c'est vraiment la bonne affaire. L'étape suivante sera donc, comme par magie, de faire sortir du chapeau un vrai faux héritier. Car Jean-Louis Magnien ne se désigne pas lui-même sur le faux testament. Il reste officiellement en dehors du coup. Jean-Louis Magnien n'apparaît pas toujours en première ligne. Il a en matière économique et financière, vous avez des sociétés écrans. Là, vous avez des personnages écrans qui sont là pour servir de filtre, qui sont des personnes, des proches, avec qui il connaît depuis longtemps, pour donner leur nom, être couchés sur les testaments et brouiller les pistes. Sauf que, pour l'héritage Mazéas, rien ne se passera comme prévu, et ce sera le dernier d'une longue série. Car un grain de sable va faire capoter l'arnaque. Ce grain de sable, le voici. Nous avons fait sa connaissance au tout début de cette histoire. Maître David Oriot, l'huissier boxeur. Dans boxe taille, on a un coup qui s'appelle le front kick, le coup de pied qui permet d'arrêter le combattant en face. Et j'aime beaucoup cette métaphore où je me dis, voilà, on va leur mettre un petit front kick, ça va peut-être les arrêter. C'est ce qui s'est passé en l'espèce. Pour comprendre le rôle prépondérant de l'huissier dans la chute des escrocs, il faut revenir un peu en arrière. Au lendemain de la découverte macabre du chauffeur de taxi, Maître Oriot est alors mandaté par la justice. Ma mission est clairement définie par l'ordonnance du juge, où je dois pénétrer chez M. Mazéas, dresser l'inventaire de succession. Ça permet d'avoir une image de ce que possède réellement la personne. Outre le mobilier et les choses classiques que l'on trouve dans toute maison, je trouve tous les documents et papiers importants de M. et Mme Mazéas, et également les testaments qui ont été rédigés par M. et Mme Mazéas, où ils se léguaient l'un l'autre l'intégralité de leurs actifs. Testament croisé des époux entre eux en faveur du dernier vivant, c'est classique. Mais c'est désormais inutile puisque les deux époux sont décédés. En l'absence totale d'héritiers, l'héritage doit revenir à l'État. Suite à mes opérations d'inventaire, j'ai dressé mon procès-verbal, dans lequel j'ai indiqué que je conservais les testaments croisés de monsieur et de madame Mazéas. Je voulais pas que ces documents importants puissent périr pour quelque cause dans la maison de Servilly. Et au moment où je clôture mon dossier, je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer par la suite. Pour moi, le dossier est clos. Dossier clos, pas d'héritier. Comment se douter que ce testament original conservé soigneusement dans son bureau deviendra une pièce maîtresse, celle qui fera tomber tout le réseau. Pour s'emparer frauduleusement de cette maison isolée, celle du vieil homme solitaire qui s'était suicidé, M. Mazéas, l'escroquerie à l'héritage entre à présent dans sa deuxième phase. Après avoir bénéficié de la complicité de l'entrepreneur des pompes funèbres, après avoir fait vérifier par un généalogiste, lui aussi complice, de l'absence d'héritier authentique, l'ancien notaire déchu Jean-Louis Magnien poursuit son plan. Il fait rédiger un faux testament qui désigne un prête-nom idéal, hors d'atteinte, pense-t-il, de la justice française, une femme domiciliée à Londres, originaire du Moyen-Orient. Libanaise, de surcroît.
faut mettre un petit peu d'exotisme. Non, mais dans ces affaires-là, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça paraît tellement invraisemblable que tout le monde mise sur ce côté invraisemblable pour se dire ça va passer et puis on va récupérer le pactole. Ce faux testament doit être validé par un notaire en activité. Pour cela, Jean-Louis Magnien fait appel à un homme de loi au-dessus de tout soupçon, un vieux camarade qu'il avait connu étudiant à la fac de droit, avec lequel il a renoué. Durant mes études de droit à la fac de Lyon, j'ai rencontré Jean-Louis Magnien. Et puis, on est restés 2 ans associés. Donc pas longtemps. Mais il m'a bien mis dans la merde. Maître Alain Covel, notaire en Saône-et-Loire, n'est pas un débutant. 50 ans de métier dans le notariat, sans histoire, jusqu'au jour où son ancien associé Jean-Louis Magnien est revenu frapper à sa porte. J'ai eu très peu de contacts pendant 10 à 15 ans. Et puis, d'un seul coup, du jour au lendemain, il est arrivé à l'étude. Comme si on s'était quitté la veille. Bon, c'est là où j'ai peut-être été un peu niais. J'aurais dû me douter que s'il venait chez moi, il y avait de raisons. En effet, ce n'est pas par pure camaraderie que Magnien renoue avec son ancien associé. Il lui apporte des affaires, des dossiers de succession à valider officiellement. Le casier judiciaire de Magnien, repris de justice, déjà condamné à Paris pour abus de faiblesse et radié de l'ordre des notaires, ne semble guère soucier Maître Covel. Alors, j'ai appris par la suite qu'il avait été suspendu. Je ne sais pas si après il a été radié ou pas. Encore une fois, moi, je n'ai pas vu le jugement, je ne suis pas juge, j'en sais rien, je n'ai jamais posé de questions à ce sujet. Pour l'héritage Mazéas, Magnien prend grand soin de ne pas apparaître en première ligne. Il fait intervenir un avocat parisien qui débarque en Saône-et-Loire comme représentant de la fausse héritière libanaise de Londres. Objectif, brouiller les cartes et embrouiller le notaire. Il me dit qu'il représente l'Iranienne, là. Pardon, elle n'est pas iranienne, elle est libanaise. Libanaise. Donc je me pose pas de questions. Je dis, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais mon travail, quoi. Devant ce notaire de campagne peu regardant, le faux testament, comme nombre d'autres dossiers frauduleux transmis par Magnien, passe haut la main cette étape de la validation officielle. Sauf que, dans l'héritage Mazéas, Magnien ignore qu'il existe déjà un vrai testament, déniché dans la maison du défunt par l'huissier amateur de boxe thaï. C'est donc une confrontation qui se profile lorsque Magnien va envoyer son ancien associé en première ligne pour récupérer les clés de la maison chez Maître Oriot, l'huissier boxeur. Allô ? Maître Covel, notaire à Chauffaille, souhaite un rendez-vous pour récupérer les clés de la maison en m'informant qu'il était détenteur d'un testament dans le cadre de la succession Mazéas. Et là, j'ai quand même un petit doute. On a un légataire universel qui est domicilié au Royaume-Uni, qui habite au Liban. Bon, c'est pas une situation banale. Donc ça m'interpelle un petit peu. Et surtout, j'ai jamais vu un notaire se déplacer chez moi pour venir chercher un jeu de clés. Le jour du rendez-vous, Maître Covel quitte son domicile et passe d'abord par son bureau. Surprise de dernière minute, il découvre qu'il ne va pas faire la route tout seul. Lorsque j'arrive à l'étude à 8h, Jean-Louis Magnien est là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je te remène à Vichy. Bon, on va faire la route ensemble. On n'évoque même pas le dossier parce que je ne sais rien sur le dossier. À part le testament que j'ai eu, je ne sais rien du tout. Donc, Le duo embarque au passage un troisième larron. Le représentant de la soi-disant héritière libanaise. Récupérer chez l'huissier les clés de la maison ne devrait être qu'une formalité, mais c'était sans compter sur le regard acéré de Maître Oriot. Monsieur Magnien se présente comme étant le chauffeur. Il préfère attendre dans la salle d'attente. Il attendait le bon déroulement des opérations. Sauf que ça ne s'est pas passé comme il le pensait. Au niveau du rendez-vous, je dois dire que ça se passe pas très bien. ah non, il ne se passe pas bien du tout. Au moment de la rencontre, j'ai un doute. Ma première réaction, c'est de demander à Maître Covel de me donner son testament et d'en faire une copie. Oriot fait la photocopie
Et ça bascule complètement. Car Maître Oriot, l'huissier, a alors la confirmation que ce manuscrit qu'on lui remet est plus que suspect. J'avais le testament que moi j'avais trouvé chez Monsieur Mazias et que j'avais conservé à l'étude. Et j'ai pu comparer avec le testament qui m'est opposé par Maître Covel. Et il est clair qu'à ce moment-là, j'ai un gros doute, un énorme doute même, sur l'écriture. Monsieur Mazias écrivait très penché, très difficile à lire, à bâton rompu, avec des lettres qui étaient très penchées, très dures. Et en face, on avait un testament qui était une écriture de femme, quelque chose de très rond, vous voyez, comme écrivent les filles finalement. Et là, je suis persuadé que le testament que l'on m'oppose à cet instant est un faux. Et je me suis dit, tu en tiens des bons. Maître Oriot, l'huissier, s'oppose alors à la remise des clés. Je dis que j'ai une difficulté dans le dossier. Maître Covel me demande à ce moment-là quel était mon problème. Et je leur ai dit comme ça, de facto, mon problème, c'est vous deux. Et je comprends bien qu'il ne veut rien me donner. Je me suis levé, j'ai mis un terme au rendez-vous. Le ton est un petit peu monté. Oriot était plutôt agressif. Et je les ai raccompagnés dehors. Sachant que le troisième individu, M. Magnien, quand il a entendu le ton monter, il est parti. Il est carrément parti, nous attendons la voiture. Il se sentait mal à l'aise d'être là, quoi. Il avait certainement peur qu'on lui pose des questions à lui. Ce rendez-vous, censé n'être qu'une simple formalité, provoquera la chute du gang des braqueurs d'héritage qui sévissait depuis 15 ans. Maître Oriot alerte immédiatement les services du procureur de la République pour signaler justement tous les soupçons. La section de recherche de la gendarmerie de Clermont-Ferrand est alors immédiatement saisie de l'enquête. Nous sommes saisis donc, par le procureur de la République de QC qui signale des faits de tentative de détournement de succession. Et le procureur de la République nous a adressé une demande d'enquête. Les sections de recherche sont spécialisées dans les gros dossiers d'enquête criminelle. Au premier abord, cette petite tentative d'escroquerie à l'héritage paraît banale. On est assez sceptique quant au fait de garder ça à la section de recherche. On est sur une tentative, on n'a pas de préjudice. La première question qui est venue tout de suite, c'est est-ce qu'il y aura d'autres successions à découvrir? On est à des années-lumière de soupçonner ce qui va se passer derrière, évidemment. La première démarche des enquêteurs est d'aller frapper à la porte du notaire Covel. Des éléments qu'on a découverts en perquisition à son étude, qui sont des documents écrits, des supports informatiques qui vont faire l'objet d'exploitation, bien évidemment. Cette première perquisition sera une très bonne pêche, puisqu'on va avoir des premiers éléments qui vont nous permettre de tirer le premier fil, on va dire, et de sortir un nom, le nom de Jean-Louis Magnien. Il apparaît au travers de la comptabilité du notaire. Il y a une toute petite ligne qui concerne une avance de trésorerie de 100 €, qui peut paraître banale, tout à fait insignifiante. On voit ce nom, on ne sait pas qui c'est au départ. Et en faisant l'interrogatoire de Maître Covel, on va apprendre que Jean-Louis Magnien a été un des notaires de l'étude avant d'être destitué. Donc tout ceci paraissait quand même un peu étrange. Et avec un agent de l'administration fiscale qui est enquêtrice, on a commencé un travail sur M. Magnien. On s'aperçoit que M. Magnien quand même a un très gros train de vie. On sait qu'il a acheté jusqu'à 25 chevaux de course, en tout il a acquis une Rolls-Royce. Et on s'aperçoit qu'il a quand même un patrimoine quand même assez conséquent. Et la petite particularité, c'est que ce patrimoine en fait provenait de successions. Je crois que d'emblée, dès cette perquisition, le juge d'instruction sent qu'on est sur un dossier volumineux avec certainement une organisation structurée de gens qui ont élaboré un système de captation d'héritage. L'affaire Mazias n'est en fait que la petite partie visible d'un bien plus grand iceberg. Car depuis 15 ans, les noms de Magnien et ses comparses apparaissent dans une ribambelle d'héritage aux quatre coins du pays. Exemple, sur la Côte d'Azur, là où nombre de retraités aisés finissent leur vie parfois sans héritier. C'est ici qu'apparaît un nouvel acteur clé du réseau.
Un professionnel du grand âge, en situation idéale pour repérer les bons coups, un directeur d'EHPAD. Lui, il utilise son rôle de directeur d'EHPAD pour détecter ses résidents les plus fortunés qui n'ont pas d'héritier. Et puis, une fois que la personne est morte, il va déposer un testament dans la poche du défunt, où il dépose dans l'appartement un testament, un faux testament, et il est pertinemment au courant que ce sont des faux. C'est la force de Jean-Louis Magnien, c'est de s'entourer de personnes qui vont détecter pour lui et rabattre le gibier. Pardonnez-moi, le terme est violent, mais c'est pas autre chose, parce que il les voit pas comme des êtres humains, il les voit comme des poules aux œufs d'or. Ainsi, tout comme le directeur des pompes funèbres, le généalogiste, l'avocat parisien ou encore le notaire, ce directeur d'EHPAD sur la côte varoise, ami de longue date de Magnien, est un notable au-dessus de tout soupçon, aux yeux de tous, y compris pour celles et ceux qui le côtoient quotidiennement. Le directeur d'EHPAD, je le connaissais. C'est quelqu'un au demeurant très gentil, très empathique. J'étais à 100 lieues de penser qu'il y avait toute une machination et que ça allait très très loin en fait. Le métier de Martine Termine est de veiller sur les intérêts des personnes sous tutelle. Elle s'est retrouvée, sans le savoir, au cœur d'une énième arnaque du réseau d'escrocs, alors qu'elle était en charge du patrimoine d'une riche veuve d'origine britannique, âgée et vulnérable, Madame O'Grady. Lorsque je rencontre Madame O'Grady, elle est dans sa chambre et elle est alitée, hein. Elle est très affaiblie physiquement et mentalement elle n'est pas très très bien, effectivement. Elle a de la famille qui vit en Angleterre, des neveux et nièces, qui venaient la voir, pas très souvent, du fait de la distance. Elle me dira qu'elle avait une maison dans des endroits comme Torremolinos, Dublin, un appartement en Suisse. Elle avait des revenus de l'argent, du patrimoine, oui. Cette vieille dame possède aussi cet appartement sur le front de mer de Saint-Raphaël. Un appartement dont le directeur de l'EHPAD a les clés. Et monsieur va déjà parler à Jean-Louis Magnien de Madame O'Grady, alors qu'elle est encore résidente de la maison de retraite. Ils savent qu'il y a un coup à faire. À partir de ce moment-là, tout le stratagème va s'opérer avec les mêmes protagonistes qui vont trouver la bonne personne qui va être couchée sur le testament et puis récupérer le pactole. Après le coup de la Libanaise de Londres, c'est un héritier turc à Istanbul qu'ils vont cette fois-ci faire sortir du chapeau. Pour cela, ils vont patiemment préparer le terrain, avec une combine machiavélique. 6 mois avant le décès de la vieille dame, ils vont tenter de manipuler sa tutrice, Madame Termine, avec la complicité du directeur de l'EHPAD. Ils se sont servis de moi parce qu'à ce moment-là, je reçois un mail par transfert de la maison de retraite où se trouve Madame O'Grady. C'est une personne d'origine turque qui demandait des nouvelles de Madame O'Grady. Monsieur le directeur, j'ai appris incidemment que Madame O'Grady est entrée dans votre établissement. Je souhaiterais avoir de ses nouvelles. Je suis une connaissance de longue date. Je me suis dit, bon, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui lui a rendu service, mais bon, je ne connaissais pas cette personne, je ne l'avais pas identifiée dans les proches de Madame O'Grady. Donc, je lui ai répondu que je ne donnais pas de renseignements sans avoir ne serait-ce qu'une pièce d'identité, vu que le mail semblait venir de Turquie. Cet échange de mails a pour fonction d'inventer de toutes pièces une pseudo-relation avec un soi-disant vieil ami turc, afin que personne ne puisse être surpris plus tard de son existence. Tout ça, c'est un stratagème pour donner du poids et du crédit à une histoire qui est complètement inventée de toutes pièces. Un faux testament au profit du soi-disant vieil ami turc est alors déposé par les escrocs dans l'appartement vide de la vieille dame. Le tour est joué, tout est prêt, il n'y a plus qu'à attendre. Madame O'Grady va décéder en septembre 2013. Et quelque temps après son décès, le directeur va demander à Madame Termine de retourner dans la maison de Madame O'Grady, puisqu'il aurait eu connaissance de l'existence d'un testament qu'elle détiendrait dans une armoire métallique. Pour que le plan fonctionne, il faut que la tutrice découvre elle-même ce testament et ainsi le fasse entrer officiellement dans la succession.
Il m'a dit que oui, en prenant quelques papiers, il avait vu un testament dans le bureau. Et c'est là où je trouve le testament, le croix. Je lègue tous mes biens et assurances vie à Monsieur K. Durmus. Le plan se déroule à merveille. Sauf que la vieille dame anglaise avait depuis longtemps rédigé un testament désignant sa famille britannique. Testament qu'elle avait pris soin de déposer chez un notaire en Suisse. Et il se trouve, fort heureusement, que sa tutrice connaissait l'existence de ce vrai testament. Et je recontacte le notaire suisse, pensant que ce n'était pas un testament valable. C'est lui qui a informé les familles. Tous étaient très surpris de voir cette personne indiquée qui était inconnue. Donc je leur ai dit, il faut vérifier s'il a été réellement fait par Madame O'Grady, puisque c'était un testament manuscrit. Confortée par une expertise graphologique, la vigilance de Martine Termine permet de déjouer les plans de la bande d'escrocs. Pour autant, la tutrice n'est pas au bout de ses surprises. Elle sera soupçonnée de complicité. Ça, je l'ai réalisé que lorsque, 2 ans après le décès de Madame O'Grady, lorsque j'ai été auditionnée en qualité de témoin pour l'instant, ça m'avait un petit peu interpellée, mais sans plus. Mais au bout de 4 heures de questions, lorsqu'on a commencé à me prendre mes mails, notamment celui avec Monsieur Turc, je sentais bien que, par leurs questions, la police pensait que j'étais mêlée dans l'affaire. Ça a été un moment très difficile, les jours qui ont suivi, et j'ai eu très peur. La tutrice de la vieille dame anglaise sera mise hors de cause. Pour autant, pour les enquêteurs de la section de recherche, l'affaire des captations d'héritage a pris une autre dimension. Elle est devenue tentaculaire. Cette enquête-là a été exponentielle. Il y en a certaines où c'est plus linéaire. Celle-là, c'est vrai que c'est une sorte de Big Bang. Ouais. 700 procès-verbaux, 2 ans et demi de travail, un labyrinthe. Pour décortiquer les interactions entre les différents acteurs de l'escroquerie, tous plus discrets les uns que les autres, les enquêteurs vont utiliser un logiciel bien connu des criminologues, Anacrim, utilisé dans les plus grandes enquêtes criminelles. Et t'as pu attaquer les Ouais, je commençais déjà cet après-midi. Parfait, excellent. Un outil qui permet de reconstituer les flux financiers, les amitiés, Et Monsieur Magnin qui a été désigné comme légataire. les liens et le rôle spécifique de chacun des protagonistes. Et on voit aussi que a déposé un testament dans la succession de Madame Grelet. C'est une toile d'araignée qui se tisse et en fait les liens sont faits entre les personnes et entre les faits, notamment là entre les successions. Quand on voit ce schéma, on n'a pas de doute en fait. Vous avez un avocat, vous avez un notaire, vous avez un directeur d'EHPAD, un entrepreneur des pompes funèbres. C'est un environnement de Jean-Louis Magnin et lui est à la tête en fait de ce réseau. Chacun sa spécialité, chacun son domaine et tout le monde a eu son rôle dans cette affaire-là. Donc aucun doute, c'est bien une bande organisée. On est sur une association de malfaiteurs. Voilà. Vous avez la tête pensante, c'est comme une pyramide, hein. Et après, vous avez des personnes qui ont des rôles clés. C'est-à-dire que sans ces personnes-là, Magnin, en fait, ne peut pas hériter. Il y a des personnes qui vont être un peu les commerciaux, des apporteurs d'affaires, d'autres qui vont faire le montage administratif, d'autres le montage financier, d'autres qui vont brouiller les pistes, et tout ça pour arriver après à Magnin. Avec des objectifs divers et variés pour les uns et les autres. Certains voulaient un appât du gain immédiat, d'autres, j'en suis intimement persuadé, c'était capitaliser pour l'avenir, parce que peut-être que Jean-Louis Magnin, à un moment donné, nous permettrait de récupérer un appartement à tel endroit, qui était bien placé, à bas prix, qu'on aurait revendu après. Exemple, ce fameux directeur d'EHPAD sur la Côte d'Azur, déjà impliqué dans le dossier de la vieille dame anglaise. Il est soupçonné d'être le rouage principal de plusieurs autres captations frauduleuses. Nos investigations vont permettre de démontrer qu'il a indiqué à Jean-Louis Magnin l'absence d'héritier de 4 de ses pensionnaires. Donc on va s'intéresser également à son patrimoine. Et dans son patrimoine, on constate qu'il a bénéficié lui-même d'une succession. Et pour bénéficier lui-même de la succession d'un de ses pensionnaires, le directeur d'EHPAD, guidé dans l'ombre par Magnin, va monter une combine et des tours de passe-passe qui sont réellement du grand art. Voici le tour de passe-passe par lequel le directeur d'EHPAD sur la côte varoise est devenu propriétaire de l'appartement de l'un de ses anciens pensionnaires sans débourser un centime de sa poche.
Première étape, par un faux testament, son ami Magnien, l'ancien notaire déchu, fait hériter une amie qui servira de prête-nom. L'appartement, situé à Saint-Raphaël, est aussitôt revendu à une femme de nationalité turque, elle aussi simple prête-nom. L'argent de la vente est reversé au directeur d'EHPAD qui conserve cette somme. Comme par hasard, l'acheteuse turque a soudain envie de revendre cet appartement. À qui ? Au directeur d'EHPAD, qui l'achète grâce à l'argent qu'il avait reçu de la première vente. Résultat, par ses multiples écrans de fumée quasi indétectables, le directeur d'EHPAD devient propriétaire d'un appartement sur la Côte d'Azur sans débourser le moindre centime de ses deniers personnels. C'est malin, très malin, même si c'est ultra cynique. On parle de résidents, d'EHPAD. Tout le monde a quelqu'un dans son entourage qui a une personne dans un EHPAD, un proche, une grand-mère. Et on n'a absolument pas envie que des gens comme ça s'accaparent l'argent que peut-être ces gens-là ont mis des années, toute une vie à récolter. Cette affaire, qui semblait si banale, pose en fait question à l'ensemble de la société, le problème de la fiabilité d'un testament. Car même s'il est réellement signé de la main d'un pensionnaire d'EHPAD, comment savoir si une personne en état d'extrême faiblesse n'a pas été abusée ? La question, c'est l'authenticité. Est-ce que c'est corrompu parce qu'on a des personnes qui n'avaient plus leur tête et qui ont pu rédiger ces testaments holographes parce qu'elles ont été manipulées, peut-être, ou est-ce qu'on est sur des faux documents ? Il était extrêmement facile de produire ces fameux testaments holographes, qui sont des simples testaments rédigés à la main. Il suffit de les dater, de les signer pour qu'ils soient valides. N'importe qui peut les produire. On les dépose n'importe où. Et jusqu'à preuve du contraire, ils vont faire foi. Et la faille dans laquelle ils se sont engouffrés, parce que Jean-Louis Magnien la connaissait parfaitement de par son ancienne profession, évidemment, c'est celle-là. C'est l'absence de contrôle sur ce genre de testament. Cette petite entreprise de captation d'héritage prospérait depuis 15 ans. Un beau matin, sur commission rogatoire du juge d'instruction, les gendarmes sont mobilisés pour frapper un grand coup aux 4 coins du pays. Perquisition, interpellation, les principales figures du réseau vont tomber. On va monter une grosse opération judiciaire avec une trentaine d'enquêteurs mobilisés. On a fait la saisie de tous les biens, de tous les comptes bancaires, les assurances-vie, les loyers qui étaient issus de ces biens immobiliers pour que la justice puisse les confisquer à l'issue. Les suspects sont placés en garde à vue. Certains sont mis en examen puis incarcérés. Mais celui qui est soupçonné d'être le cerveau de l'escroquerie, Jean-Louis Magnien, reste introuvable. Quand on a essayé de l'interpeller, on s'est aperçu qu'il avait quitté la France. Il avait pris la fuite. Il était parti à Dubaï. Si Jean-Louis Magnien s'est exilé loin de France pour assister à des courses hippiques, dira-t-il, il y en a un qui n'est pas parti à Dubaï et qui n'a pas quitté Chauffaille, en Saône-et-Loire. Le notaire, Maître Cauvel. Il se disait abusé par son ancien associé Magnien. Il va recevoir à l'aube une visite qui changera définitivement le cours de sa vie. Ça tape à la porte d'entrée. Il est 7h du matin, je viens de boire mon café, je suis en peignoir, je vais prendre ma douche. Police. 2 inspecteurs, un homme, une femme. Et puis, on me signifie carrément que je suis mis en garde à vue et que le juge va entendre mes explications. Car les enquêteurs ont compris que Maître Cauvel a validé officiellement bien plus que le seul fameux héritage Mazéas. Depuis 15 ans, son nom apparaissait dans les dossiers préparés par son ancien associé Jean-Louis Magnien. Il a joué un rôle dans au moins 7 successions. Je passe une nuit en cellule. 24 heures. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Je
Je lui ai dit d'ailleurs au juge d'instruction, quand il m'a interrogé le soir, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis là pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas conscience que le testament Mazéa, c'est faux, mais que les autres le sont aussi. Je n'ai absolument pas conscience. C'est au moment de la garde à vue que j'en prends conscience. Là, vous savez, vous descendez de votre piédestal. Le petit escroc de bas étage, quoi. Voilà Maître Cauvel dans le collimateur de la justice. Lui prétend être naïf. Mais en tant que notaire, n'aurait-il pas dû être le garant absolu de la légalité? Bonjour Florian. Avec son avocat, Maître Louard, il tente de démontrer sa bonne foi. Merci. Assieds-toi. Hop. Alors, et pour bien là. L'art de Magnin, en fait, c'est de repérer des professionnels compétents et de bonne réputation honnête et de s'en servir pour en tirer profit lui. Et il sait très bien qu'Alain est quelqu'un d'honnête. Donc il va simplement s'en servir. Et ne pas l'associer à ça, parce qu'il sait très bien que si Alain avait été au courant de quelconque malversation que ce soit, il aurait tout refusé en bloc. Ça c'est clair. J'aurais dû dire, je ne prends pas le dossier. Seulement, je ne pouvais pas le faire. Et ça, ils ne veulent pas le comprendre. Tu ne pouvais pas le faire, et après, en cours de route, quand tu instruis le dossier, il n'y a rien dans le traitement technique du dossier qui peut alerter sur une fraude. Moi, j'y crois pas un seul instant. J'y crois pas un seul instant parce qu'il me paraît inimaginable de penser que M. Cauvel n'ait pas pu, à un moment donné, s'apercevoir, au regard de la profession qui était la sienne, au regard de son bagage intellectuel, qui s'est fait manipuler et qu'il n'a pas vu en fait qu'il y avait un loup dans l'affaire. J'y crois pas un seul instant. Maître Cauvel a certes touché ses honoraires de notaire lorsqu'il a validé ses faux héritages. Mais il n'a nullement bénéficié des biens détournés, pas d'enrichissement personnel. Alors, est-il complice ou bien dindon de la farce? La justice devra trancher. Pour les autres, parmi la dizaine de personnes interpellées, les langues commencent à se délier en chargeant Magnin. Je n'ai fait que trouver une personne qui devait hériter et rendre l'argent à la demande de Jean-Louis Magnin. Il m'a expliqué qu'il avait besoin d'argent, qu'il avait une succession en vue d'une dame morte il y a des années. Il m'a demandé de prendre ça à mon nom, j'ai fait le compte, j'ai accepté. En mars 2013, je dis à Jean-Louis Magnin que je ne veux plus continuer. Mais il insiste toujours pour que je lui donne des noms. Le discret Jean-Louis Magnin, qui finira par rentrer en France et se présenter à la justice, apparaît plus que jamais comme le grand manipulateur de cette nébuleuse informelle. Il est tout seul contre tout le monde. Contre vents et marées, il est resté sur sa ligne de défense en disant qu'il est au courant de rien et ce qu'ont dit les autres, ça ne le concerne pas. Comme dans toute enquête judiciaire, il y a des éléments de preuve accablants. D'autres, plus anecdotiques, font sourire les enquêteurs. Suite à la phase d'interpellation, nous avons procédé à l'analyse de leur téléphone portable. On a trouvé évidemment des éléments de preuve assez intéressants et il y a des choses un peu plus exotiques, un peu plus croustillantes. Au jour d'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que les téléphones, on trouve la vie des gens dedans. Ainsi, ce SMS envoyé à Jean-Louis Magnin par le directeur des pompes funèbres. Un petit SMS dans lequel il lui dit tout simplement de regarder une émission de télé le soir même. Ça a aiguisé notre curiosité, on a regardé de quoi il s'agissait et on a trouvé une émission de télé dont le thème est héritage, secret, scandale et détournement. Ça se passe de tout commentaire. Et puis, au fil de l'enquête, voilà qu'apparaît le dernier personnage de cette incroyable galaxie des arnaqueurs d'héritage. Le plus étonnant, c'est une vieille dame, âgée de plus de 80 ans. Sur la côte varoise, cette vieille amie de Jean-Louis Magnin avait pris l'habitude de traîner discrètement dans les couloirs de l'EHPAD pour y nouer des relations avec les pensionnaires les plus fortunés. Elle est venue à l'EHPAD pour visiter des pensionnaires. Elle venait leur rendre visite, leur faire de la lecture. 2 de ces pensionnaires se verront spoliés plus tard de leur succession.
Repérer de futures proies, le rôle de l'octogénaire ne s'arrête pas là. Son talent de plume est mis à contribution. Magnin l'utilisait parce qu'elle était un peu âgée et elle pouvait reproduire l'écriture des personnes âgées qui préparaient leur testament. On est sur, en effet, les très belles écritures comme on savait le faire à une certaine époque. Un art calligraphique, un savoir-faire. De faux testaments ont été retrouvés chez elle avec son écriture, en fait. Donc, bon. Ces documents ont été trouvés chez vous. Quelles sont vos explications? Vous n'avez pas trouvé ça chez moi. Je ne comprends pas. Un généalogiste explique qu'elle s'est présentée un jour avec Jean-Louis Magnin dans son bureau et ils ont rédigé le testament sur le coin de son bureau devant lui. Rédiger de faux testaments plus vrais que nature, y compris à son propre profit. Elle a bénéficié elle-même d'un bien immobilier dans le sud de la France, bien immobilier qu'elle revendra par la suite à Jean-Louis Magnin. Moralité, s'il n'y a pas d'âge pour devenir escroc, il n'y en a pas non plus pour un séjour en prison, ce qui sera le cas de la vieille dame. À l'issue de cette enquête, qui met fin à 15 ans d'escroquerie à l'héritage, les gendarmes du GIR et de la section de recherche de Clermont-Ferrand ont alors le sentiment du devoir accompli. On va se retrouver à l'issue de cette enquête qui va quand même durer 2 ans et demi avec 11 successions mises en évidence, dont 9 ont été détournées. Plus de 70 personnes ont été entendues. On a identifié tout ce qui était identifiable comme succession détournée. À partir de là, on a fait notre travail et on est très satisfait de cette finalité. Et pourtant, lorsque le procès s'ouvrira, rien ne va se passer comme les enquêteurs l'imaginaient. En ce mois de mai 2024, nous retrouvons le notaire Alain Covel qui se rend à Rion dans le Puy-de-Dôme pour y être jugé en appel. Comment vous l'imaginez, cette semaine de procès? Oh, très difficile. Très difficile. Parce qu'on a l'impression d'être mis en cause tout le temps. Alors que j'étais un pion, quoi. Et j'ai peur de ce qui peut m'arriver. J'ai absolument peur. C'est la 2e fois que Maître Covel et les 8 autres prévenus se retrouvent face à leur juge. Car le procureur a fait appel du jugement de première instance qu'il trouvait trop clément. Certains, oui, n'ont pas été condamnés, certains ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis, enfin, sauf pour Jean-Louis Magnin. J'ai interjeté appel. De nouveau, ils sont venus, ils sont tous là. Le généalogiste, le directeur d'EHPAD, l'entrepreneur des pompes funèbres, les hommes de la filière turque et même la vieille dame qui rédigeait les faux testaments. C'est un peu atypique, en fait. Cette femme de 86 ans, puis c'est notable. Ce sont encore une fois des gens intelligents, cultivés, avec un bagage intellectuel. C'est pas le public qu'on a l'habitude de croiser dans les tribunaux. Ils sont envoyés pour des faits d'escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs. Bien qu'il soit la figure centrale du procès, Jean-Louis Magnin, l'ancien notaire déchu, cherche encore et toujours à rester dans l'ombre. Il est déroutant, cet homme. Il est déroutant. On ne sait pas par quel bout le prendre. Cet avocat, Maître Lardan, défend les intérêts de l'État, car c'est l'État, lorsqu'il n'y a pas d'héritier, qui aurait dû bénéficier des biens détournés. Il espère une peine exemplaire pour le cerveau de l'affaire. Je ne sais pas ce que fera la Cour. Je trouve que c'est quelqu'un qui peut être dangereux, mais qui est très intelligent, mais qui met son intelligence au service de l'escroquerie. Je demande plus de 9 millions de dommages et intérêts. Sur le bureau des juges, les charges sont accablantes. Les captations d'héritage sont avérées. Certains des prévenus ont reconnu les faits. Le directeur de l'EHPAD, par exemple. Le directeur d'EHPAD admet son rôle majeur de passeur d'infos, en fait. Lui dit effectivement, bon, c'est pas déontologique, mais j'escroque personne, en fait, parce que s'il n'y a pas d'héritier, c'est l'État. Et il n'y a personne derrière l'État.
Au procès, en fait, ils ont tous à peu près la même technique. Ils ont tous compris qu'il faut faire diversion sur leurs différents rôles et tout reprocher à Magnien. Magnien qui est la tête pensante, Magnien qui est un séducteur, Magnien qui est le plus intelligent de tous, qui les a complètement manipulés et sous lequel ils sont complètement sous emprise. C'est leur technique de défense. Et face au juge, tout ce beau monde a encore une carte à jouer. Pour discréditer l'accusation, l'avocat du notaire Covell, tout comme son confrère, l'avocat du réseau turc, vont sortir de leur manche une arme juridique subtile. Ils contestent la notion de bande organisée. Vous ne pouvez pas considérer que parce que vous avez une personne au centre d'une affaire et des personnes à la périphérie, dont la plupart ne se connaissent pas entre elles, qu'il y ait une bande organisée. On voit qu'il y a une personne qui peut-être connaît tout le monde, mais l'inverse n'est pas vrai. Si c'est une bande organisée, il devrait y avoir au moins de la communication entre eux. En définitive, on a une organisation, un cerveau qui est Magnien et qui va se servir de chacun, sauf qu'il a bien pris garde, justement, pour que personne ne comprenne, que entre eux, tous viennent à communiquer. Et ça, le dossier ne le démontre pas. Il n'y a pas de communication entre eux. Ce débat paraît complexe, mais il est essentiel. Car si la justice ne retient pas l'accusation de bande organisée, cela change le délai de prescription. C'est-à-dire que les escroqueries les plus anciennes ne pourraient pas être jugées et les prévenus sauveraient leur tête. L'audience est reprise, asseyez-vous. Moi, je me dis, c'est ambitieux d'avoir fait appel, puisque ça veut dire que tout peut se retourner. On repart en fait à zéro. C'est un appel du ministère public, c'est très bien pour nous. J'ai pas de commentaire à faire. On verra ce que la cour d'appel va décider pour cette notion de bande organisée. Après 4 jours de procès et 5 mois de délibéré, la cour d'appel de Riom rend son arrêt. Jean-Louis Magnien est condamné à 4 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Mais tous les autres, ou presque, aussi surprenant que cela puisse paraître, s'en sortent blancs comme neige, sans aucune sanction, sans aucune condamnation. Car les avocats de la défense ont gagné. L'accusation de bande organisée ne tient pas, ce qui change le délai de prescription. Alors, malgré les preuves, malgré les aveux, la plupart des escroqueries les plus anciennes échappent à la justice. Ainsi, ils auront joué jusqu'au bout avec les failles du système. 15 ans d'arnaque, des millions d'euros détournés, 2 ans et demi d'enquête minutieuse et au final, un sentiment de gâchis. Quant au notaire Alain Covell, lui est condamné 2 ans avec sursis. La justice ne pardonne pas à un notaire de ne pas avoir vu les arnaques. J'ai honte maintenant de dire que j'ai été notaire. J'ai honte. J'ose pas le dire à mon kiné, j'ose pas le dire à mon médecin, j'ose pas. Je le dis pas. J'ai des tas d'amis qui croient que je suis responsable de telle ou telle chose, qui me disent plus bonjour, qui me connaissent plus, qui m'ont jamais envoyé un mot depuis. Non mais, c'est de la folie, on s'imagine pas ce qui arrive du jour au lendemain. Quelque temps après ce qu'il appelait son déshonneur, sa condamnation, Maître Covell est décédé.